L'économie de l'Empire Inca est sans doute l'un des aspects les plus déroutants pour un observateur européen du XVIe siècle, et elle continue aussi de l'être un peu pour nous aujourd'hui, parce que le Tawantinsuyu ne fonctionne ni sur la base du marché, ni sur celle de la monnaie, ni sur celle de l'échange, d'échanges commerciaux généralisés. Cusco n'est pas la Rome andine, aspirant les richesses de provinces lointaines. Il n'existe pas de flux massif et permanent de denrées circulant d'un bout à l'autre de l'Empire pour nourrir une population urbaine qui serait oisive. L'essentiel de la vie économique reste local. Dans les hautes terres andines, les économies locales ne connaissent ni marché régulier, ni institutions permettant à l'État de s'approprier directement les richesses produites par les communautés. La production est d'abord une production de subsistance, encadrée par les caciques. Ce sont eux qui mobilisent la force de travail de leurs aïlous pour construire des terrasses agricoles, creuser des canaux d'irrigation et exploiter des terres parfois situées dans des zones difficiles d'accès, jusque-là inhabitées. Ces aménagements permettent de mettre en valeur des espaces que l'agriculture traditionnelle ne pouvait exploiter seule. L'Inca applique ce même principe, mais à grande échelle, pour constituer ses propres domaines agricoles et ses troupeaux. Mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, l'essentiel de la production issue des terres et du cheptel royaux n'est pas acheminée vers la capitale, elle est consommée sur place. Elle sert à nourrir les travailleurs accomplissant leur corvée, à entretenir les garnisons et à faire fonctionner l'administration locale. L'État ne prélève pas pour accumuler abstraitement. Il prélève pour redistribuer immédiatement. Intéressant. Ça laisse rêveur. Ce serait, je vais être un peu excessif, ce serait le communisme qui aurait réussi, si vous voulez. Bon, j'exagère un peu. Cette économie est rendue possible, ce serait intéressant d'ailleurs de comparer, cette économie est donc rendue possible par une maîtrise exceptionnelle des milieux naturels. Les Andes centrales offrent une diversité climatique extrême qui permet la domestication d'un nombre impressionnant de plantes. Les sociétés andines cultivent des dizaines d'espèces, bien plus que n'importe quel autre peuple du continent américain. Chaque étage écologique est exploité selon ses potentialités. Quinoa et tubercules dans la puna, élevage de lamas et d'alpagas au-dessus de 4000 mètres, maïs dans les vallées tempérées, haricots, courges, avocats, coton, manioc dans les zones les plus basses. L'élevage joue un rôle central. Le lama, véritable pilier de l'économie andine, fournit à la fois viande, laine, peau et capacité de transport. Ils permettent de déplacer des charges sur de longues distances dans un empire dépourvu d'animaux de trait et de véhicules à roues. L'alpaga, plus fragile, est élevé principalement pour sa laine. La bouse séchée de ces animaux sert de combustible dans des régions où le bois est rare. Cette économie pastorale est complétée par la chasse, la pêche dans les lacs de haute altitude et l'exploitation des salines et des mines. Je vous rappelle qu'ils n'ont pas non plus de chevaux. Mais la clé de la survie dans ces milieux hostiles réside dans les techniques de conservation des aliments. Grâce aux conditions climatiques de la puna, alternance de journées chaudes et de nuits glaciales, les tubercules et la viande peuvent être déshydratés et conservés pendant plusieurs années. Cette capacité de stockage est vitale dans une région fréquemment frappée par les gelées et les sécheresses. L'agriculture andine est là extrêmement intensive. Les surfaces planes sont rares et menacées par les glissements de terrain. Les paysans construisent donc d'immenses réseaux de terrasses artificielles alimentés par des canaux d'irrigation sophistiqués. L'eau est un bien précieux et sa gestion est au cœur même de la vie économique et politique. Pour enrichir les sols, les agriculteurs utilisent la bouse de lama et le guano, engrais puissants issus des oiseaux marins. Une famille peut comme ça survivre avec moins d'1 hectare de terre, à condition d'exploiter chaque parcelle de manière optimale. Contrairement à une idée reçue, le maïs n'est pas l'aliment quotidien de la majorité de la population. Il est réservé en priorité aux élites. Le peuple consomme surtout des pommes de terre et d'autres tubercules. Le maïs joue malgré tout un rôle politique fondamental parce qu'il est utilisé pour produire la bière. Eh oui. Boisson rituelle et sociale essentielle. Offrir de la bière de maïs est une obligation pour les caciques envers ceux qui travaillent pour eux. Le pouvoir passe aussi par la capacité à nourrir et à abreuver. Le travail agricole ne peut être accompli individuellement. Faute d'animaux de trait, les outils sont rudimentaires, comme la chaquitakla, une bêche actionnée par le pied.
Labourer un champ exige la participation coordonnée de plusieurs familles. Cette coopération institutionnalisée porte un nom, l'EINI. Il s'agit d'une aide mutuelle conçue comme un prêt qui engage à une réciprocité future. On a ça chez nous aussi. L'EINI structure la vie sociale, renforce la cohésion du lignage et permet la survie collective. Enfin, l'économie andine repose sur une organisation territoriale originale. Les groupes ne contrôlent pas un territoire uniforme, mais un ensemble d'îlots écologiques répartis à différentes altitudes. En quelques jours de marche, une même communauté peut accéder à la puna, aux vallées tempérées, aux terres chaudes et parfois même à la forêt tropicale. Cette organisation en archipel écologique limite la dépendance aux échanges marchands et réduit les risques de famine. L'économie inca apparaît comme ça comme une économie sans marché, mais non sans organisation, vous avez bien compris, une économie de subsistance intensifiée, encadrée par les caciques, rendue efficace par le travail collectif, la maîtrise du lieu et la complémentarité des ressources. C'est sur cette base solide que l'État impérial va pouvoir imposer au-dessus des économies locales sa propre logique de prélèvement et de redistribution. C'est ce que, justement, nous allons examiner maintenant.